Alors bonjour, je m'appelle donc Cathy Cancade. Alors qui je suis, je vais repartir un peu du début, comme ça sera plus simple. Hein. Alors, je suis née dans une famille nombreuse. Donc, j'ai une grande fratrie, on est 7. Donc j'ai grandi dans un petit village de montagne où mes parents sont venus s'installer après un divorce. Donc ils se sont réconciliés. Donc, je parle de ça parce que ça a un peu du sens sur qui je suis. Parce que mes parents, nous avons grandi la dernière partie de la fratrie à la campagne. Mes parents sont des gens de la ville. Donc, on est arrivé dans un tout petit village de montagne avec 111 habitants. Donc, on a été très vite, comment dire, un peu repérés. Alors pour quelles raisons? Parce que déjà on était nombreux. Mes parents sont des personnes un peu atypiques. J'ai été élevée un petit peu, comment dire, un petit peu comme on dit, une herbe folle. On n'avait pas d'interdit chez moi. Il y a eu beaucoup de laxisme aussi de la part de mes parents, parce qu'ils étaient très débordés par tous ces enfants bruyants et polissons. Et donc, mes parents sont déjà des personnes qui se sont, disons, affranchis de certains codes de leur origine, puisqu'ils sont de famille bourgeoise tous les deux. Papa et maman sont épousés, on peut dire ça, il y a très très longtemps, post de Seconde Guerre mondiale, ils sont très âgés. Et mon père est un artiste aussi. Il a fait l'école d'art, il est quelqu'un d'assez atypique dans sa façon de penser le monde. Et donc on n'a pas grandi du tout avec des codes de famille où on mange à table, on se couche tôt, on fait des devoirs. L'école n'était pas importante vraiment pour mes parents. Ce qui était important, c'est que j'ai toujours entendu ça, j'ai grandi avec ça en fait, c'est-à-dire que d'être indépendant et de faire des choix de vie vraiment que pour être heureux, quoi. Donc c'était vraiment, moi j'ai vraiment grandi dans cet esprit-là. Et donc on était assez mal vus quand on était enfant dans ce village parce qu'on était une bande de petits sauvages en somme. Donc autant papa était quelqu'un d'extrêmement respecté et aimé parce qu'il était très cultivé et très ouvert, puis les gens adoraient venir à l'atelier voir son travail. Et donc c'était un peu différent de ce qu'on voyait dans ces villages-là de montagne. Et maman était une femme très discrète, avec une éducation très bourgeoise, mais elle était beaucoup aimée aussi parce que chez nous c'était tout le temps, la porte était tout le temps ouverte et donc les enfants du village, les gens aimaient beaucoup venir, donc chez nous il y avait beaucoup de passages, on faisait beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça et je suis l'avant-dernière d'une fratrie de 7 enfants, comme j'ai déjà dit, et j'ai grandi beaucoup avec plusieurs mamans et plusieurs papas. Puisque les papas et les mamans, c'est aussi mes grands frères et mes grandes sœurs qui nous ont éduqués, beaucoup. J'ai par exemple suivi ma sœur quand j'avais 5 ans, j'ai fait l'école le temps d'une tournée de spectacle. Donc j'ai aussi grandi plutôt d'apprendre à lire, je me suis plutôt amusée dans les rivières et dans les forêts ou à regarder des spectacles. Donc voilà, ce qui fait que j'ai un parcours très atypique. J'ai quitté l'école très très tôt. Je n'arrivais pas à me fondre dans le système, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Je suis un peu gênée. Et donc j'ai quitté l'école très tôt et puis j'ai fait des choix de métiers un peu différents, là où le vent me portait un petit peu. Et quand j'en avais marre, j'arrêtais puis je faisais autre chose. Donc j'ai eu plein de professions. J'ai travaillé dans la mode très longtemps. J'étais plus jeune, j'étais plus jolie. Donc j'ai travaillé dans la mode. Après, j'ai travaillé un peu dans le commerce et ensuite j'ai passé des diplômes en équitation parce que je suis accompagnateur en tourisme équestre et je me suis spécialisée dans les enfants avec le Poney Club de France parce que je n'arrivais pas à travailler avec les adultes. Je n'aimais pas la façon de travailler avec les adultes. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis, alors, qui je suis aussi une femme, parce que je me suis quand même construite, même si j'ai eu du mal à assumer longtemps ma féminité. Je me suis longtemps construite à travers un personnage de petit garçon. Donc quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas trop être une fille. Je ne me trouvais pas assez jolie pour ça. Je suis un peu émue. Pardon. Et j'ai grandi comme ça, puis... Après, j'ai une fille, à l'âge de 31 ans, j'ai une grande fille de 21 ans qui est super, qui s'appelle Sacha, que j'adore. Et juste après, quelques années plus tard, j'ai rencontré François, qui a été extrêmement sincère, parce qu'on s'est aimé franchement et sans calcul.
Et donc, depuis, nous vivons ensemble dans une harmonie très agréable. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et franc et sincère. Et du coup, je crois que je me suis construite vraiment en tant que femme à partir de ce moment. Peut-être parce que je me suis construite dans un couple et c'est ce que j'avais envie. Je crois que j'avais envie de quelque chose d'extrêmement à l'opposé d'où je viens, c'est-à-dire quelque chose d'assez classique au bout du compte. Je crois que j'aurais aimé avoir un format classique que je n'ai pas. Voilà, donc ça c'est qui je suis, c'est un peu résumé à ces quelques mots. Alors j'habite actuellement à La Réunion. Donc je viens de métropole, j'ai beaucoup déménagé, mes parents ont beaucoup bougé après, puis on est un peu une famille nomade. Moi j'aime visiter le monde, je suis curieuse depuis que je suis toute petite. J'habitais dans ce village de montagne dont je vous ai parlé, et je rêvais de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. J'ai toujours rêvé de savoir ce qu'il y avait ailleurs, au-delà. Et j'étais passionnée par les voyages des gens qui fréquentaient mes grands frères et mes grandes sœurs. C'était l'époque où les gens partaient beaucoup en Inde, il y avait beaucoup d'utopie sur le voyage mental aussi. Hein. Et puis c'est la période baba cool un peu aussi. Hein. Puis moi j'ai grandi dedans, parce que j'ai grandi aussi en partie. Mes vacances, je les ai passées en communauté. Parce que ma sœur faisait partie d'une communauté aussi. À l'époque, c'était les communautés hippies. Je suis désolée d'être aussi décalée que ça, mais c'est moi, quoi. Et donc, on est venu s'installer avec François à La Réunion il y a 10 ans maintenant, juste parce qu'on avait envie d'avoir une autre expérience de celle qu'on avait jusqu'à présent. On était en couple, notre fille allait passer en 6e, François avait plus de travail, moi je n'avais pas envie de renouveler mon contrat où je bossais dans une école à ce moment-là. Et donc du coup on s'est dit on va choisir un dom-tom, on est venu à La Réunion. Et c'est vrai qu'à La Réunion quand je suis venue ici, j'ai ma sœur Isabelle qui est artiste de théâtre, mais qui est plasticienne maintenant parce qu'elle est à la retraite, donc elle s'est lancée dans la peinture et la sculpture. Quand elle est venue, je continue à avoir une pratique plastique que j'ai toujours eue depuis l'enfance, puisque j'ai suivi un peu les traces de mes frères et sœurs, où tout le monde a une pratique plastique. Mon papa était aussi photographe, donc on avait le labo, on a fait pas mal de choses. Mes parents adoraient faire des choses. Et quand je suis venue ici, ma sœur m'a poussée à faire l'école d'art en me disant que il était temps pour moi de professionnaliser tout ce que j'avais envie de raconter et de dire. Donc j'ai fait cette école d'art un peu sur le tard, du coup, parce que j'ai 51 ans. Et j'en sors. En somme, je suis une jeune artiste méconnue et inconnue même. Donc à la sortie de l'école d'art, j'ai développé, pendant mon temps d'école, d'université, j'ai développé tout un travail de réflexion sur le territoire, justement. Sur le territoire, sur les autres, parce que ce qui m'intéresse sur le territoire, c'est la place des hommes, mais aussi ce que les hommes font sur ce territoire, comment on vit avec son territoire ensemble. Donc j'ai développé tout un travail là-dessus. Alors, pour revenir un petit peu en amont sur les questions, mes engagements, ils sont au quotidien. C'est-à-dire que j'habite dans un vieux quartier créole et mes engagements, c'est de couper des braies dans mon jardin, d'en amener à une poignée au gramoun qui habite en face, de saluer mes pépés, de discuter avec eux des choses longtemps parce que ça leur coupe leur journée, ça leur fait une présence. Et je crois que le premier acte politique, pour moi qui suis très peu militante, c'est déjà le rapport qu'on a aux autres, la générosité. Je pense que quand on donne, on reçoit forcément, et c'est un peu comme ça que je me nourris aussi. Et un peu égoïstement, au bout du compte, le don, c'est un peu égoïste, parce que ça nous revient toujours, quand on sourit à quelqu'un qui nous sourit, c'est toujours un peu égoïste, parce qu'on reçoit, c'est tellement plaisant. Et donc voilà, donc ça c'est mes actes au quotidien. Dans ma vie personnelle, eh bien, c'est de faire que François il reste ce qu'il est, et pourquoi je l'ai aimé, et à aucun moment je cherche à changer ce qu'il est. Et ça c'est important, parce que j'ai trop vu ça dans beaucoup de couples, de vouloir s'approprier. C'est d'ailleurs un des propos de mon travail, c'est l'appropriation. C'est-à-dire qu'on est devant la beauté du monde, on s'extasie tous les jours et en même temps il n'y a rien à faire, il faut qu'on se l'approprie, qu'on le trace, qu'on le fabrique, qu'on le modifie. Et ça fait vraiment partie de mes engagements en tant qu'artiste. Après, du coup, en développant cette pratique, alors,
eh bien, j'ai peu montré mon travail jusqu'à présent, en ayant toujours beaucoup pensé dans mes autres fonctions, parce que je fais aussi du commissariat d'exposition, et je fais de la médiation, bien évidemment, et pour moi, ce sont des choses qui ne peuvent pas être séparées, qui sont poreuses. Parce que, par exemple, on a monté plusieurs projets, en l'occurrence, on travaille sur un projet qui s'appelle Terra Incognita. Et l'idée, ce n'est pas une exposition, ce n'est pas des artistes et des œuvres, c'est des artistes et des œuvres, mais impliqués dans un territoire avec son histoire et les gens qui y habitent. C'est-à-dire comment on produit de la pensée et des formes quand on est en rapport avec le réel, avec les vrais gens. Et donc, on a commencé ce travail ici de médiation sur le quartier de Stella. Parce que comme je travaille au FRAC, j'étais beaucoup imprégnée de l'histoire ici, je suis assez curieuse. Et on est ravis parce qu'on a pu rencontrer des gens formidables, des anciens du quartier, mais aussi des nouveaux du quartier, des gens qui ne se fréquentent pas, et ça a créé des connexions. Par exemple, notre façon de militer aussi, c'est de rendre poreuses toutes ces frontières entre les individus. Ici, beaucoup de personnes qui sont d'origine créole ne se sentent pas légitimes de venir au FRAC parce que les gens sont trop bien habillés. Il y a un décalage social qui n'est pas accessible. Et je crois que mes enjeux sont aussi là-dedans, mes vœux, mes volontés, mes revendications et même mes actes politiques, parce que je me sens vraiment, même si mon travail classique est quelque chose de plutôt autour de la poésie et du sentiment, parce que je suis un peu comme ça aussi, mais pour moi, ce sont des vrais actes politiques de développer l'émotion, parce que c'est à partir de l'émotion qu'on pourra changer les choses, et pour moi, c'est des vraies théories. Alors voilà, ça ce sont mes engagements. Alors actuellement, je vous ai amené un petit livre, je ne sais pas si c'est bien à propos, mais ce livre s'appelle Utopie utopiste. Il a été écrit par Thierry Pagot, qui est un philosophe. Alors je m'intéresse depuis longtemps à la littérature du 19e, les littératures philosophiques et utopistes sur la découverte du monde, bien évidemment. Et puis en me documentant sur Thomas More, l'instigateur de la pensée utopiste, hein, qui est du 16e, eh bien, j'ai eu envie de pousser plus loin et je suis tombée sur ce bouquin qui est très intéressant parce qu'il fait en fait une sorte de relevé ethnographique, j'ai envie de dire. J'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il m'entend de dire ça à propos de son travail. Mais il fait un relevé ethnographique sur les utopies pensées par les hommes, ces utopies qui sont à la fois des maîtrises d'une société, c'est une maîtrise dans le sens où on révoque ce qui existe, on efface ce qui existe et on fabrique un nouveau mode de pensée pour l'humain, parce que c'est toujours envers l'humain que cette pensée s'adresse. Et comment on peut rêver le bonheur? Au bout du compte, c'est la question fondamentale d'une pensée, de cette pensée pour moi, de l'utopisme et de la mienne aussi, c'est-à-dire comment penser une société heureuse à travers une société qui existe déjà. Est-ce qu'on doit la modifier? C'est des vrais questionnements. Est-ce qu'on doit l'éradiquer, la reconstruire? À partir de quand l'utopie devient une dictature aussi, hein, d'un format, hein? On voit bien, par exemple, il y a des tas de gens qui se regroupent pour vivre sous un autre mode, et il y a toujours, au bout d'un moment, un chef qui impose des discordes, et puis les utopies s'écroulent les unes derrière les autres. On en connaît plusieurs. Et je me suis permise de relever un passage que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur les utopistes d'un siècle passé, qui sont souvent des hommes. Alors, bien évidemment, ça s'explique, puisqu'on sait que la pensée est masculine depuis très longtemps, et depuis toujours même, la pensée est masculine. Hein. Mais c'est une pensée masculine où, à un moment, la place de la femme devient une nécessité. C'est ce qui révèle Thierry Pagot à travers ses écrits. C'est-à-dire que cette pensée, elle va se modifier parce que, comme on repense pour l'homme, on se rend compte que la femme, elle est un élément pas prioritaire, mais tout au moins tout aussi important. On arrive sur la notion un peu d'égalité, qui est une notion un peu trouble, hein, un peu difficile à définir. Donc, je me permets de vous dire un de ces passages. Au privilège de l'âge, je mets mes lunettes. Je ne lis pas forcément super bien, en plus je suis un peu tendue. Donc c'est un passage sur certains utopistes du siècle, un passage d'un chapitre qui s'appelle « L'amour toujours ». Donc ça concerne donc bien évidemment les écrits de Thomas More à William Morris, qui sont deux utopistes, on va dire, en bout à bout de la ligne de pensée sur deux ou trois siècles. Et donc ils se rendent compte que les femmes sont de plus en plus nécessaires.
Donc, je vous lis un passage, en l'occurrence, je vous fais une citation de Diderot, qui est citée dans le livre, hein, qui écrit en 1772, dans Supplément au voyage de Bougainville, on est bien dans les îles, et sur la question de la colonisation, bien évidemment, et qui donc sera publié un peu plus tard, hein, quelques années plus tard, en 1976, et il décrit la vie sexuelle des Tahitiens, et il dénonce en fait la monogamie et la fidélité. Donc c'est intéressant à ce siècle de penser ça, sachant que c'est un moment où la pensée religieuse est très forte, et donc elle garde en carcan les désirs des hommes, dans le terme humain. Alors, donc Diderot nous dit que l'être humain est naturellement polygame et que l'inceste est une relation amoureuse comme une autre. C'est une phrase assez intéressante, l'inceste. C'est une pensée qui est aujourd'hui révocable, peut-être même condamnable, mais c'est une pensée qui a fait avancer, donc c'est un contexte d'époque. Et il nous dit par exemple que les civilisations de ce moment-là contraignent, elles contraignent, elles sont imposées, et elles sont d'ailleurs théorisées par Charles Fourier, qui est connu hein, comme un des grands utopistes et qui a fait beaucoup de suivants. Hein. Donc pour lui, les hommes et les femmes sont condamnés à réprimer leurs désirs les plus secrets et à se satisfaire d'une normalisation imposée. Dans le nouveau monde amoureux qu'il imagine, toutes les situations sont possibles. Il n'y a aucun interdit. Une notion avec laquelle j'ai grandi, l'interdit, il n'y en avait pas. Et ça, c'est complexe de grandir sans interdit. Donc c'est intéressant, c'est ce qui donne aussi de l'épaisseur à cette utopie qui devient une contre-utopie. Hein, c'est interdit. Donc il part d'un constat tout simple que l'invraisemblable diversité des désirs, elle fait partie de manière évidente, intrinsèque à l'humanité, puisque nous sommes des individus, donc tous avec des désirs différents. Donc difficile effectivement de vouloir que tout le monde s'assoie sur une seule ligne. L'homosexualité, masculine et féminine, a droit de citer dans son phalanstère. Il ne voit pas pourquoi la relation entre hommes ou personnes ou femmes du même sexe serait contre nature, et même qu'il reconnaît la bisexualité et les innombrables manies amoureuses comme le fétichisme et le voyeurisme. Donc vraiment là, il éclate pour moi tous les codes, et c'est intéressant parce que c'est ce qui va, il met vraiment un coup de pied dans la fourmilière, hein, ce qui va permettre aussi après d'une nouvelle construction. Voilà, donc il constate donc que l'isolement affectif et sexuel des vieillards, par exemple, des timides ou des personnes ayant un handicap quelconque, aussi, eh bien, il suggère d'y remédier avec un minimum. Alors c'est intéressant parce qu'il invente quelque chose d'incroyable. C'est le minimum est un terme qui désigne en fait une sexualité garantie par la société et qui est effectuée par des fakirs ou des fakiresses qui font don de leur corps. J'ai trouvé que ce petit passage sur la question de celui qui est exclu dans une société, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je voulais dire, mais pourquoi? Parce que dans mon travail, tout à l'heure vous parliez d'engagement dans vos questions, ben, l'engagement c'est aussi auprès de ceux qui ne sont pas forcément au cœur des préoccupations des sociétés. Mais moi, par exemple, j'ai fait un travail avec les aveugles, des aveugles avec l'IRSAN, donc c'est l'Institut régional des soins des aveugles de Marseille, mais j'ai fait une résidence de réflexion, de création avec des aveugles sur justement la place des gens. Donc, donc on a travaillé sur des performances, marcher dans l'espace, une perception de l'espace, et ensuite on a travaillé sur des ateliers d'écriture. Ils nous parlent de comment ils se réapproprient la ville, comment ils se déplacent au quotidien, comment ils sortent de chez eux, comment ils voient le monde des voyants. Et parce qu'ils le voient parce qu'ils fabriquent une carte géographique dans leur tête et un monde social qui leur appartient et qui est différent d'une autre. Alors, je m'étais intéressée à ça parce que j'avais imaginé que ces gens qui sont en marge, ça c'est très intéressant, et je pense qu'il faut qu'on repense nos sociétés comme ça, j'y crois vraiment, c'est qu'en fait ils ne sont pas vraiment en marge, ils sont par-dessus, ils sont en superposition, personne n'est en marge. Chacun crée un monde qui lui appartient, une façon de fonctionner, c'est des superpositions. On n'est pas tous dans les codes, on ne marche pas tous droit comme ça sur ce qu'on nous a dit de faire, parce qu'on n'est pas idiots, et je pense que l'humanité n'est pas idiote, l'homme n'est pas idiot. Les gens, il faut leur permettre de réfléchir et de prendre des décisions, et ça, je ne sais pas si je mélange pas un peu tout, mais ça fait partie par exemple des engagements que j'ai au quotidien dans mon travail plasticien, puisque l'idée c'est de travailler sur l'urbanisme, je travaille beaucoup sur la modification des territoires,
Et il y a beaucoup de thèses aujourd'hui qui prouvent qu'entre urbanisation et neurosciences, eh bien, il y a des connexions qui se font ou pas sur la prise de décision des individus en fonction de comment on construit nos espaces à vivre. Aujourd'hui, mon engagement, c'est de penser à ma manière, avec mon écriture d'artiste, bien évidemment, qui n'est ni une leçon, ni une morale, ni un dogme, mais qui est juste une question ouverte, c'est comment pense-t-on nos espaces de vie pour vivre ensemble? Est-ce que croiser des rues sans faire de place, c'est intelligent? Est-ce que de ne jamais nous croiser parce que nous ne sommes pas du même monde et de fabriquer des clans? Et des clans, il y en a plein. Et c'est ça l'identité, c'est qui je suis. C'est ce que je suis qu'une femme, qu'une enfant, puisque je le suis encore, une enfant, je le suis toujours aux yeux de mes parents. Je suis aussi une mère aux yeux de ma fille. Et je suis aussi socialement dans un système qui me met dans une position. Je suis artiste, alors ça nous classe socialement, parce que c'est un peu désuet au bout du compte. Est-ce que simplement, est-ce que l'artiste est si important? Est-ce que ce qui n'est pas plutôt important, c'est d'amener les gens à une réflexion autour des œuvres, et que la forme, le format de l'œuvre devienne un objet de pensée, un vrai objet de pensée. Et pour moi, je relis là la dernière facette de qui je suis, peut-être un peu maladroitement, mais je pense que la médiation, le travail que je fais au FRAC, je le fais avec beaucoup d'engagement. Je suis toujours extrêmement sincère avec les gens. Et l'idée, c'est vraiment que les œuvres parlent à tout le monde, qu'elles s'ouvrent universellement et qu'on se questionne de qui nous sommes, nous, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde, quel rapport nous avons ensemble. Alors ça fait un peu bonne parole, puis c'est un peu naïf comme pensée, mais je pense que c'est une pensée utopiste et naïve à laquelle je crois. Mais, moi, je m'adresse à tout le monde parce que j'ai pas de comment dire, de légitimité à choisir un public qui sera plus à m'entendre ou pas. D'ailleurs, est-ce que les gens ont envie de m'entendre? D'ailleurs, je pense que c'est une forme de liberté d'écouter ou pas. Donc, je m'adresse à tout le monde. Dans mon travail, je m'adresse bien évidemment à tout le monde, puisque l'idée, c'est justement de produire de la pensée, mais qui s'ouvre sur la compréhension surtout, c'est-à-dire de ne pas aller vers des discours intellectualisés qui nous saoulent et qui nous barbent, hein, en règle générale, de toute façon, même les intellectuels. Et surtout, c'est de s'adresser à tout le monde de la manière la plus simple et au même niveau. C'est assez important le niveau avec qui on s'adresse. On ne parle pas aux gens un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ce serait complètement les mépriser. Et c'est aussi une façon dont on a travaillé avec Samuel Perche, puisque je fais ce travail avec lui. Donc je me le revendique bien évidemment pas à moi toute seule. C'est Terra Incognita. On est allé à la rencontre des habitants d'un quartier avec des artistes. Et l'idée, c'était de faire ça justement chez eux, dans leur lieu, sur leur terrain de jeu, parce que c'était une idée. L'idée aussi, c'était de brouiller cette strate sociale qui nous pourrit la vie dans l'art contemporain et qui, je pense, qui éloigne aussi le public concerné, parce que au bout du compte, dans les expositions, les gens qui viennent souvent dans les vernissages, ce sont des gens qui ont déjà des pensées développées à ce niveau-là, des pensées qui sont adéquates, alors que ce qui nous intéresse, je pense, j'espère que les artistes, c'est ce qui les intéresse, c'est de toucher des publics qu'on ne touche pas. Moi, qu'il y ait les institutionnels et d'autres artistes qui viennent, quand ce sont mes amis, ça me fait plaisir ce qu'ils viennent parce que ce sont mes amis, mais sinon, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir des gens qui ne viennent jamais aux expos. D'où l'idée aussi dans mon travail, alors là, je ne fais pas de com, hein, mais je vais faire une exposition ici en septembre. C'est la première fois, je n'ai jamais exposé vraiment officiellement. J'ai toujours exposé les autres, donc jamais moi. Mais là, j'ai envie de montrer mon travail parce que j'ai des choses à raconter. J'ai vraiment besoin de le faire. Et dans Terra Incognita, par exemple, et je vais le reproduire dans mon travail, on est allé faire des choses où on n'a invité que des habitants. On n'a pas fait d'invitation publique, on n'a fait que des invitations privées. Alors ça nous a pris du temps, mais on n'a invité que des gens qui n'ont jamais d'invitation, qui ne sont pas sur les réseaux, qui touchent ce monde-là. Et du coup, on n'a même pas invité les institutionnels qui nous ont financé une partie du projet, excusez-nous messieurs, dames, mais c'est ainsi, on n'avait pas envie. On avait envie d'être entre nous, justement, entre gens normaux, qui ne sont pas socialement repérés. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais du coup, je m'adresse, oui, à tout le monde dans ma médiation, parce que ce travail Terra Incognita,
c'est pas un travail de commissariat en soi, c'est un travail de commissariat et de médiation. Le premier travail, c'est de tisser des liens et de faire des transversalités. Et de faire des transversalités vers des gens qui souvent ne sont pas inclus dans l'art contemporain. Et ça, c'est intéressant parce que mon papa est artiste, c'est un artiste d'un autre temps, parce il est né en 27, il a fait l'école d'art il y a très très longtemps. On n'apprenait pas l'art de la même manière, hein, il était encore extrêmement chapeauté par le pouvoir. Mais il est devenu artisan d'art avec le temps. Et bien, je trouve que des gens qui sont artisans d'art, comme on en connaît beaucoup à La Réunion, des artistes qui flottent entre deux lieux, eh bien, c'est des gens qui ont aussi des choses à dire parce que dans les objets, même si ce sont des objets utiles, eh bien, il y a de la beauté. Et la beauté, c'est l'émotion. Et c'est vrai que développer le sens du beau, alors qu'on sait très bien que le beau, la question du beau a été largement discutée, mais évoquer le beau, c'est réactiver le sentiment, et je pense que c'est ce qui nous unit au bout du compte tous, c'est l'amour, et ça, c'est pour ça que je m'adresse à tout le monde, parce que tout le monde aime et tout le monde veut être heureux. Et ça, c'est vraiment universel. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est encore une fois l'idée d'un cercle, l'idée de quelque chose de rond, d'ouvert, qui écoute, qui est à l'écoute. Et ça, pour moi, ça, c'est une vraie comment dire, orientation. C'est-à-dire, je m'adresse au monde, en fait, c'est un peu présomptueux, comme l'horreur. Je m'adresse au monde et laisser les mots qui paraissent comme ça, mais en fait, non. C'est-à-dire que j'ai envie que, oui, j'ai envie que les choses se lissent. J'ai plus ou moins, je pense, répondu précédemment à ces questions-là, cette question. Mais donc, du coup, pour faire une petite synthèse, mes modalités d'engagement, c'est je suis bavarde, c'est le discours, bien évidemment, parce que je parle beaucoup. On me le reproche souvent, je parle beaucoup, mais je pense que c'est la communication, c'est à tout niveau, c'est d'être bienveillant par rapport aux gens. Et on est tous dans les mêmes dispositions. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Il y a des raisons qui se justifient. Hein. On est toujours aussi détesté de quelqu'un, forcément, heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait notre différence. Voilà, mais en tout cas, c'est d'éviter d'être dans des polémiques. On n'aime pas les gens, ça n'empêche pas d'être poli, voilà. Après, ça dépend à quel niveau, bien évidemment. Enfin, ça peut pousser tout loin, on n'a pas envie de parler à certaines personnes, mais je pense que les modalités, c'est oui, c'est d'être à l'écoute, de pas être présomptueux, de pas être je ne trouve pas le mot parce que j'ai un peu perdu le mot, mais en somme, c'est de ne pas se la péter, quoi, et d'être tout simplement soi, simple, naturel. Et je pense que ça, c'est une modalité, une façon de faire. Et dans mon travail, j'essaye d'être un peu comme ça, de ne pas trop intellectualiser, parce que j'ai tendance à faire ça, parce que je dévore trop de choses, qui me dévorent aussi, hein, souvent, malheureusement. Mais j'essaye de produire des formes simples, abordables. Et je tiens toujours à faire la médiation de mon travail parce que je pense que c'est important que les gens puissent comprendre que c'est pas fermé, que les modalités, c'est aussi qu'on est là pour éduquer. On sait très bien que les impressionnistes, quand ils sont sortis des ateliers, il y a longtemps, ils n'ont pas été compris, reconnus. Il faut du temps. L'art contemporain, c'est complexe. Les artistes sont libres aujourd'hui, beaucoup plus. Ils voyagent beaucoup. Il y a des scènes qui ont des tas de choses à dire parce qu'elles sortent de dictature ou d'obscurantisme. Et je pense que l'idée, c'est que les formes puissent être à la fois franches, directes, elles aillent droit au but, mais qu'en même temps, on puisse avoir des gens à côté qui puissent en parler de manière simple et d'avoir envie aux gens, de donner envie aux gens, et je crois que c'est ça la vraie modalité, d'avoir envie aux gens de pousser plus loin les portes d'une œuvre et pas juste de s'arrêter à l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Que fabriquent les artistes en termes d'image et comment on peut aller au-delà de l'image pour se rencontrer soi en face comme un miroir, parce qu'au bout du compte, l'œuvre est un miroir, est une vraie introspection. C'était une question courte et très difficile à...
Je ne peux pas répondre oui ou non, parce que ça serait... on ne peut pas, pour moi, répondre oui ou non. Après, ça m'appartient, mais je pense que féministe, je ne me le revendique pas, ça c'est sûr. Je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas féministe. Je suis simplement, je pense, une femme, certes, mais j'aurais pu être un homme, ça ne m'aura absolument pas dérangé. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Au bout du compte, je m'en fiche un peu, cette question de si je suis une femme ou un homme. Avant tout, je suis une amie, une mère, une médiatrice. Je vais vers les autres, et ça, je pense que c'est aussi aller vers les autres, c'est inclure les 2 genres, les 3 genres, les 6 genres, les 10 genres. Et pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est Angela Davis. J'espère ne pas dire trop de bêtises, mais je dis ça un peu de mémoire, comme ça, parce que je n'avais pas du tout relu ça depuis longtemps. Mais Angela Davis, par exemple, elle a un postulat qui est assez intéressant. Elle se revendique féministe. C'est intéressant, hein, Angela Davis qui se revendique féministe. Pourquoi dans cette Amérique oppressée pour les Afro-Américains, elle se revendique féministe parce qu'elle invite les femmes à se joindre à leurs maris et les maris à laisser les femmes se joindre à eux pour lutter pour la liberté des droits des femmes et des hommes de race noire aux États-Unis. Donc ça, c'est une forme pour moi de féminisme, alors qu'elle ne revendique pas du tout le féminisme, j'enlève mon soutien-gorge des années 68, où il y a un féminisme qui est d'une autre sorte. Le mot féminisme, au bout du compte, c'est un mot un peu valise, tiroir, on pourrait utiliser tout ce qu'on veut comme adjectif, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un gros mot, dans l'intérieur, on peut mettre beaucoup de choses. Les hommes sont féministes. Fourier, il était à sa manière, par exemple, féministe. Diderot aussi. Et il y a même un penseur, je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement je l'ai oublié, qui lui, alors ça se passe, je vous raconte ça, c'est une petite anecdote, mais qui est très intéressante sur la question du féminisme. Il était, ça se passe fin 18e, et donc c'est une pensée assez ancienne, et en fait sa femme, qui est très jeune, qui l'épouse très jeune, elle a 5 enfants. Et elle est épuisée de ses grossesses et elle en meurt. Elle décide en somme de maîtriser son éjaculation et décide que les hommes doivent maîtriser leur éjaculation pour que les femmes puissent développer du plaisir dans la relation sexuelle et ne plus seulement tomber enceinte. Donc il est en train de modifier la pensée sur la femme objet non pas matricielle, maternisée, voilà, je vais dire ça comme ça, et pour en faire un individu qui se réapproprie son corps, ses désirs, son plaisir. Et pour moi, ça, par exemple, c'est une vraie pensée féministe ouverte. Et j'ai dans ma famille, d'ailleurs, un de mes beaux-frères qui s'est fait, je ne sais plus comment on dit, opérer pour ne plus éjaculer, justement. Et voilà, donc je trouvais ça, c'était intéressant de faire ce choix aussi. Souvent on parle des femmes, de la maternité, de la contraception, peut-être parce qu'on est femme, je ne sais pas. Mais chez les hommes, c'est aussi une pensée qui est intéressante. Les hommes pensent aussi à la natalité, pensent à la paternité et à la maternité. Beaucoup d'hommes pensent à la maternité. C'est une grande frustration, je pense, de l'humanité masculine. Hein, et c'est intéressant parce qu'il y a des hommes qui s'y sont vraiment penchés dessus et qui ont pris des décisions par rapport à leur propre place dans cette société. Et ça, par exemple, pour moi, c'est un acte féministe, qu'on n'approuve ou pas l'acte dans son entièreté, bien évidemment. Voilà, donc si je suis féministe, eh bien, je n'y répondrai pas, parce que je n'en sais rien. C'est pas moi qui peux en décider, c'est ceux qui me connaissent qui pourront en juger, on n'est jamais mieux vu que par les autres.